Parmi toutes les industries qui sponsorisent nos créateurs favoris, il y en a une qui trône au sommet depuis des années. Toujours à squatter les premières secondes d'une vidéo ou le coin d'un live, toujours là pour aider à financer les projets les plus fous et les productions les plus chères, une industrie tellement ancrée dans le paysage de YouTube et de Twitch que certaines de ces pubs en sont même devenues cultes. Une industrie aux poches tellement profondes qu'on en vient à se demander mais comment est-ce qu'ils font pour dépenser autant en marketing? Aujourd'hui on va s'intéresser aux secrets des fournisseurs de VPN, comment ça marche, comment font-ils pour avoir une trésorerie apparemment infinie et surtout, qu'est-ce qu'ils nous cachent? Bien avant d'en arriver à l'argent et au drama, cette histoire va débuter comme toutes les bonnes histoires de tech. Elle commence par un ingénieur qui avait un peu trop de temps libre. Nous sommes en 1996 et Gurdeep Singh Pal travaille chez Microsoft comme software engineer. Il est plein d'ambition et il a envie de laisser son empreinte dans le monde de l'IT. Il planche donc sur un nouveau protocole, le PPTP, pour Point-to-Point Tunneling Protocol, un protocole qui permet d'encapsuler les données puis de les transporter via un tunnel chiffré à l'autre bout d'internet. Gurdeep bricole donc le PPTP dans son coin, le teste et une fois qu'il voit que ça tire à peu près la route, il le propose à l'Internet Engineering Task Force. C'est le nom très stylé de l'organisme de normalisation qui s'occupe d'internet. Et un organisme de normalisation, c'est juste des réunions entre ingénieurs qui discutent la moitié du temps et qui passent l'autre moitié du temps à se crêper le chignon. Tout ça pour essayer de se mettre d'accord sur des technologies, des protocoles que tout le monde doit développer ou implémenter de la même manière. Leur objectif, c'est d'éviter que chaque entreprise développe ses propres technologies dans son coin et que ces dernières soient incompatibles entre elles. Plusieurs membres de l'IETF vont donc travailler sur le PPTP. Et c'est finalement après 2 ans d'efforts que Microsoft distribuera la première version du PPTP via une mise à jour de Windows 95. C'est la naissance officielle du VPN. Maintenant, les employés peuvent se connecter au réseau privé de leurs entreprises où qu'ils soient dans le monde. Mais nous sommes en 1998, c'est un peu l'âge de pierre d'Internet. C'est un temps où les gens utilisent encore leur date d'anniversaire comme mot de passe ou encore le nom de leur petit chien. Heureusement que les choses ont changé. Et pour ne rien arranger, le PPTP a plus de failles et de trous qu'un bon gruyère. Donc l'IETF va s'atteler à boucher les failles et développer de nouveaux protocoles et donc les VPN vont augmenter en sécurité et en performance. Cependant, leur usage va rester cantonné aux employés en déplacement et ce jusqu'aux années 2000 où les choses vont vraiment changer. Passer le monde en l'an 2000. D'abord, Internet va se démocratiser dans les foyers, ce qui va exposer le grand public à ses nombreux dangers. Les pubs aguicheuses, les malwares, et bien sûr, ces barres d'outils avec lesquels on se retrouvait stock si on avait installé un programme un peu trop rapidement. Décidément, c'était vraiment pas mieux avant. Mais surtout, en 2001, le Congrès des États-Unis d'Amérique va voter le Patriot Act suite à un triste événement impliquant quelques avions et 2 tristes tours. Et même si tout le monde savait que les États-Unis surveillaient déjà leur population, le Patriot Act va vraiment affaiblir ou supprimer les dernières barrières juridiques qui protégeaient un tant soit peu la vie privée de ses citoyens. Et est-ce que vous savez comment on appelle ça dans le monde du business? Enfin, à part une attaque flagrante sur le droit au respect de la vie privée des citoyens. Eh bien, on appelle ça une opportunité. Here comes the money. Here we go. Avant, les VPN étaient une affaire d'entreprise. On voulait que Gérard puisse se connecter et faire son travail, qu'ils soient en déplacement à Bordeaux ou à Dubaï. Mais désormais, les particuliers demandent aussi des VPN. Parce qu'après le Patriot Act, il y a eu les révélations d'Edward Snowden, qui a définitivement prouvé au monde que les grands programmes de surveillance des super méchants qu'on voyait dans les films n'existait pas que dans les films. Sur internet, il y avait aussi de plus en plus de géopricing, donc le fait que les entreprises facturent un même service différemment en fonction du pays où il était vendu, pour s'adapter au pouvoir d'achat local et au taux de change entre devises. Et dernier exemple, mais on pourrait aller en chercher plein d'autres, l'apparition des contenus médiatiques géolocalisés. Donc ça, vous connaissez, c'est le catalogue Netflix US n'égale pas le catalogue Netflix français. Bref, les besoins étaient nombreux, donc dès l'apparition des VPN commerciaux à destination des particuliers, les clients affluent. Surtout que certains VPN sont gratuit. Ce n'est absolument pas louche qu'on vous propose de faire transiter gratuitement vos données via des serveurs privés. Ces entreprises ne vont certainement pas revendre vos données ou les utiliser elles-mêmes à des fins publicitaires. Non. Heureusement, il y a les VPN payants et on pourrait croire que payer pour un service suffit à garantir la qualité de ce dernier. Et on se tromperait. Gravement. Vous le savez peut-être, la plupart des VPN vous promettent de ne garder aucune trace de vos activités. C'est ce qu'on appelle avoir une politique de no logs, donc littéralement aucune trace. Mais peut-on vraiment leur faire confiance? Parce que PureVPN disait ne garder aucune trace des activités de ses clients,
jusqu'à ce que les States lui demandent de retrouver l'activité d'un certain utilisateur, et là par magie, hop, ils ont retrouvé les logs. En fait, ils étaient dans la corbeille, ils avaient juste oublié de vider la corbeille, du coup ils étaient toujours là. C'est une coïncidence. Hein. Même chose avec IPVanish ou encore HideMe qui avaient fourni les IP et les heures de connexion de certains de leurs utilisateurs. Et même des entreprises qui ont une excellente réputation comme Proton, qui font notamment Proton Mail ou encore Proton VPN, sont obligés de donner les informations de connexion de certains de leurs utilisateurs lorsque les autorités suisses le leur demandent. Et visiblement, ils ne se privent pas de les demander. Au moins, ProtonVPN est transparent sur les requêtes qu'ils reçoivent de la part des autorités, mais quid des autres fournisseurs de VPN qui en reçoivent autant ou plus, mais n'en parlent jamais? Pas très rassurant, n'est-ce pas? Eh bien, voici comment choisir un bon VPN a priori en moins de 30 secondes. Déjà, vérifiez qu'ils ont bien une politique de no-logs, ainsi que des protocoles de chiffrement standards et des protocoles VPN éprouvés. C'est nécessaire, mais pas suffisant du tout. Ensuite, vérifiez le pays où se trouve le fournisseur de VPN. Si ce dernier impose la rétention de logs, ou comme la Suisse toque régulièrement à la porte, évitez. Ensuite, on regarde si le VPN qui nous intéresse a déjà été sous le coup d'affaires judiciaires, et encore mieux, si les autorités ont tenté de saisir leur serveur et qu'il n'y avait rien dessus. Ça, c'est bon signe. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple de choisir un fournisseur de VPN, surtout lorsqu'on est martelé de pubs de différents fournisseurs à droite et à gauche. Mais une fois qu'on a fait ses devoirs, on se dit que c'est bon, le fournisseur de VPN mérite bien ses 2, 3, 4, 5 euros par mois. Parce que ça doit coûter quand même très cher de mettre en place des serveurs VPN. N'est-ce pas ? Donc évidemment que les 12 000 fournisseurs VPN qui ont été créés depuis les années 2000 l'ont été pour une seule et même raison, l'argent. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Parce que le marché est gigantesque. 5 milliards 300 millions de personnes sont connectées à Internet et sont donc de potentiels clients. Et c'est sans compter les entreprises qui auront peut-être envie d'avoir une offre VPN clé en main et donc arrêter de se soucier de la gestion de leur propre serveur VPN. Mine de rien, c'est un marché sur lequel il y a déjà beaucoup d'acteurs, mais on continue d'en voir arriver. Parce que le marché des VPN a une spécificité qui le rend particulièrement désirable pour tout businessman ou woman digne de ce nom. Leur marge brute peut être monstrueuse. La marge brute, c'est la différence entre le prix de vente d'un produit et le coût de ce même produit. Ça permet de savoir si, à lui seul, le produit est rentable. Alors, on sort la calculatrice. Disons que je veux monter un service de VPN pour environ 1000 utilisateurs. Je veux 10 serveurs différents dans 10 pays différents. Chaque serveur peut supporter 100 connexions simultanées de minimum 10 mégabits par seconde. Je pourrais regarder du YouTube en 1080p tout en faisant des trucs à côté. Et comme je n'ai vraiment pas envie de me casser la tête, je vais construire ça sur AWS, le cloud d'Amazon. Donc cette configuration devrait nous coûter environ 530$ par an. Sachant qu'un abonnement d'un an à un VPN lambda coûte environ 35$ par an. Donc nos 1000 utilisateurs nous rapporteraient 35 000$ par an. Les VPN peuvent être extrêmement rentables, si et seulement si vous arrivez à convaincre assez de gens d'utiliser votre VPN et pas celui de la concurrence. Vu que vos coûts d'infrastructure, donc les serveurs, le réseau, etc., sont globalement fixes, il suffit que vous ayez assez de clients pour couvrir ces mêmes coûts et tout ce qui vient après, c'est du pur bénéfice. En comptabilité, on appelle ça un point mort, le point à partir duquel chaque euro que vous générez va dans votre poche. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que tous les fournisseurs de VPN mettent autant de budget en marketing. On comprend comment ils peuvent se permettre d'avoir des promotions de 80%, 365 jours par an, et pourquoi ils doivent absolument faire en sorte que vous choisissiez leur VPN et pas celui de la concurrence. Parce que une fois qu'ils ont atteint leur point mort, tout le reste, c'est du bénéfice. Et malheureusement, pour aller chercher ce bénéfice, pas mal de fournisseurs de VPN sont prêts à brouiller les frontières entre l'éthique et le légal. Et là, on va sortir les vrais dossiers. Les VPN, comme tous les produits de nos jours, ont droit à leur comparatif et leur évaluation sur des sites web dits spécialisés. Sites qui, bien sûr, vous proposent des liens affiliés et touchent une commission relativement très généreuse sur chaque souscription qui est faite. Micode en a déjà parlé il y a quelques années, c'est toujours autant d'actualité, et aujourd'hui on va aller un poil plus loin. Prenons un des sites web de comparaison des VPN les plus connus, vpnmentor.com. vpnmentor.com est détenu par WebSelency, qui possède aussi safetydetectives.com, un site qui évalue des antivirus, des gestionnaires de mots de passe et des VPN. Et en 2021, WebSelency est racheté par Cape Technologies, une société qui possède plusieurs VPN. Mais quelle coïncidence, le monde est décidément très bien fait. Et on n'est pas sur du petit VPN familial, on n'est pas sur Pastèque VPN. On parle de noms qui sont très connus, bien installés dans le marché comme ExpressVPN, CyberGhost ou encore Private Internet Access. Des VPN qui sponsorisent régulièrement du contenu de créateurs que personnellement j'aime beaucoup. Maintenant qu'on sait ça, si on retourne sur vpnmentor.com et qu'on regarde le top 3 des meilleurs VPN 2023,
Qu'est-ce qu'on retrouve à votre avis? Tiens. Et si on va sur safetydetectives.com cette fois? Ils ont changé l'ordre. Ils sont malins. Et bien sûr, ce qu'on voit là, ce n'est absolument pas un jugement sur la qualité des fournisseurs de VPN en soi. Mais par contre, c'est un jugement sur l'impartialité de ces sites web de revues et de comparatifs de VPN. Pour être totalement honnête, ces deux sites web font au moins l'effort de mettre un tout petit disclaimer qui parle de leur commission d'affiliation et de leur propriété. Ce que beaucoup d'autres sites web de revues de VPN ne font même pas. Parce que, malheureusement, cette situation où une seule entreprise possède à la fois des fournisseurs VPN et des médias, ce qui donne naissance à de gros conflits d'intérêts, eh bien ce n'est pas rare du tout. Donc la conclusion est claire, il est pratiquement impossible d'obtenir une évaluation impartiale de la qualité des fournisseurs de VPN. Et je pourrais vous donner mes recommandations personnelles, mais les bons élèves d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Et d'un autre côté, la solution VPN qui va convenir à votre besoin, si toutefois vous en avez vraiment besoin, eh bien ça dépendra vraiment de si vous avez juste besoin d'accéder au catalogue Netflix US, ou cas extrême si on a besoin de contourner une censure gouvernementale. Bref, maintenant vous savez ce qui se cache derrière le prochain placement de produits de VPN que vous verrez passer. Il y avait beaucoup d'infos, donc j'espère que c'était quand même assez digeste et que vous avez apprécié, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.